Après tukaorongoa na zime micro. D'accord. Ça. Moi, je vis. ezembiyorenda usonsi ngasingohanza mukayondu ngayorikazao bonsi izohanza shatsi mshindo wedimzirahunda haraka shawenjihundahule nongaranzao zebaraka piyansini mwashongozije enarizingara nemihono baba nomjindasi wamatomaikwarihono nguwarehule nasihe mihono zingarane bansini mwashongondasi mkutuziritsimwane mbuya mwebusenasi zini mwashongo nasi zini mwashongo nasi zini mwashongo nasi nasi sonsi zini mwashongo nasi zini mwashongo nasi zini mwashongo nasi nasi sonsi zini mwashongo jizima ankonyo nzima risihe maendeleo lazima yemakorari yatuhe karsinari toanza badishunga ketosha otwale manza fatihana mnabwere buriza oafusure washenteza vanura kaza hwenda twakenejae kwariono narike wahwamba norenda ngalaka urisonyo zini mwashongo. Assalamu alaikum. Je t'entends pas, Saïd. Alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous nous retrouvons ce dimanche 20 août 2023 pour une conférence en compagnie de Monsieur Saïd Maoulida, doctorant en histoire à l'université d'Antananarivo en Kato, à Madagascar. Avec lui, nous aborderons le thème « L'histoire des élections aux Comores entre progrès et désillusion ». Les élections sont des processus par lesquels les citoyens des pays choisissent leurs représentants politiques, comme les membres du gouvernement ou du Parlement. Elles revêtent une grande importance car elles permettent aux citoyens de participer au processus démocratique en exprimant leur volonté et en influençant la direction politique du pays. Les résultats des élections déterminent les dirigeants et les politiques qui façonneront la société, l'économie et les lois. Ainsi, les élections jouent un rôle crucial dans la gouvernance et le fonctionnement d'un pays. Prenons l'exemple des élections présidentielles aux Comores, sujet de notre conférence. Les Comores, un archipel situé dans l'océan Indien, organisent des élections présidentielles régulières qui ont une grande importance pour le pays. L'élection présidentielle aux Comores permet aux citoyens de choisir leur président, qui est le chef de l'État et joue un rôle crucial dans la gouvernance et le développement du pays. Les décisions prises par le président affectent des domaines tels que l'économie, l'éducation, la santé et les relations internationales. L'élection présidentielle aux Comores
peut également être un facteur de stabilité politique. Le pays a connu des périodes d'instabilité politique dans le passé, et des élections démocratiques contribuent à renforcer les institutions et à assurer une transition pacifique du pouvoir. Les candidats à l'élection présidentielle présentent souvent des programmes politiques qui abordent des questions spécifiques aux Comores, telles que le développement économique, la lutte contre la pauvreté, la gestion des ressources naturelles et l'amélioration des infrastructures. En somme, les élections présidentielles aux Comores jouent un rôle essentiel dans la détermination de la direction politique du pays et dans la participation des citoyens à la gouvernance démocratique. Saïd, je te laisse la parole. Merci, Madame la modératrice, et merci également à Anselmo Chongo Émergent de vouloir que je présente ce séminaire. Je serai un peu bref. Bonjour tout le monde. Je vais parler de l'histoire des élections aux Comores, effectivement, mais avant tout, comme je suis un historien, on nous a appris que pour développer un sujet ou pour présenter un sujet, il faut reculer un peu en arrière pour permettre ceux qui vont entendre de mieux comprendre l'histoire, le sujet en question. Et je vais présenter la société comorienne avant l'avènement même des élections aux Comores, parce qu'il faut savoir que les élections datent du XXe siècle, alors que les Comores existent depuis des siècles. Notre pays a connu beaucoup de mouvements pour arriver au stade qu'il se trouve aujourd'hui. Et ceci n'est pas surprenant, car ce qui s'est passé dans tous les pays du monde entier, les chercheurs se mettent d'accord sur un seul point. Notre pays a connu 4 périodes: le temps de matrilignage, le lien fondateur des villes et villages, autrement dit la période des chefferies et des bédjas, la période des sultanats, la période coloniale et celle de l'indépendance, en d'autres termes la période actuelle. En effet, la première période s'acheminerait d'après les données scientifiques, les origines du peuplement jusqu'à l'arrivée du sultanat qui date du XVIe siècle. La deuxième période, appelée période sultanesque, a duré 3 siècles. Elle s'est marquée par la conquête du pouvoir, comme l'a écrit Urbain Forec, les Comores, les sultans batailleurs. Ensuite, la période dite coloniale et enfin celle de l'après-indépendance. Ce qui nous intéresse dans notre séminaire, c'est de parler des élections aux Comores. Cependant, on ne pourrait pas parler des élections aux Comores sans montrer comment s'organisait la société dans les périodes précédentes. On verra par la suite un progrès social. Dans un premier temps, nous verrons que toute personne ne pouvait se porter candidat parce qu'elle le souhaite. Le statut social jouait un rôle prépondérant pour être accepté comme candidat. Ensuite, nous verrons comment ceux qui détiennent le pouvoir manipulent la Constitution et les lois à leur faveur. On verra, et enfin on verra comment s'organiser les élections lorsque la loi autorise chaque citoyen de se présenter. On verra que c'est une désillusion totale. Je vais en première partie présenter l'évolution de la société. Dans la première partie, dans la période de notre ère, les faits, je vous rappelle que les faits en question renvoient à un statut social. Les faits étaient des chefs guerriers ou mieux encore des doyens de Béa qui désignent le groupe générationnel qui se consacrait à la guerre. En effet, les faits de la lignée la plus ancienne étaient reconnus roi, entre parenthèses, Mfaume, mais sans attribution réelle. Il ne pouvait que convoquer et présider l'assemblée des filles. Les Maferemwe étaient, d'après la tradition orale, les neveux utériens des filles, c'est-à-dire les jeunes de la génération suivante. Il faut savoir qu'en Gazidja, il y avait au début 11 sultanats. Mais au fur des années de guerre, les plus faibles ont été annexés
ce qui a réduit le chiffre à 7 sultanats. Une organisation politique et économique. Je prends l'exemple de la Grande Comore. L'organisation socio-politique des sultanats avait conservé pour base le Higna ou lignage matrilinéaire. Il y avait deux sortes de lignages. Le Higna Zansi, autrement dit, le lignage qui exerçait le pouvoir dans l'ensemble du territoire. Higna Matsuapirusa, qui regroupe le Bambao, le Mitsa Mihuli, le Mbankou, Ambou, Moudé, Higna Mdomozi, qui regroupe le Mbadjini, et le Higna Fombaya, qui regroupe Itsandra, Amahame, Wachili et Dimani. Et enfin, il y a le Higna Sihali, celle de Domba, mais celle-ci, elle s'éteint au XVIIIe siècle. Ces Higna représentèrent les lignage princières parmi lesquels étaient choisis les sultans de la Grande Comore. Le titre d'un Tibet assurait une suprématie sur les autres sultans et conférait un droit d'intronisation des autres sultans, des Fés et des Bédias. Outre les prérogatives dont les Higna Zansi bénéficiaient, les petits villages dépourvus de Higna de leur royaume leur étaient inféodés. Ces villages connus sous le nom des villages Njiwamu, également appelés Itrea, étaient généralement habités par des populations d'origine servile. Ce peuple-là aussi était une réserve de main-d'œuvre de guerriers pour les sultans. Les habitants avaient malheureusement une soumission inconditionnelle devant le sultan. Il faut savoir qu'il fut un moment notre région, le Mbadjini, a été exclue pour le titre d'un Tibet entre les trois familles sultanesques. Pour cause, le sultan de la famille Mdomozi, notre sultan, est accusé de régicide. Le sultan Dari, ou en Tibet, a été tué pour mettre fin aux exactions dont il était coupable. Dari était connu de ses cruels fantaisistes. Je vais vous donner des exemples qui montrent les fantaisistes de ce roi, de ce sultan, qui était le nôtre de la région de Mbadjini. Ils avaient ordonné, par exemple, à ces sujets d'ouvrir le ventre d'une femme enceinte pour qu'ils puissent voir le bébé. Ou encore, ils n'hésitent pas à tuer ses adversaires, n'hésitent pas à tuer ses esclaves si ces derniers n'arrivent pas à lui construire une maison à étage sans piliers. Pendant cette période, la violation de l'héritage du trône était au rendez-vous. L'influence de la femme aux côtés de son époux était l'une des causes. Dans la région de Domba, par exemple, vers 1740 et 1742, le sultan Soudiaouma avait transmis le pouvoir à son fils Abidi. Ce dernier il était aussi de clan prestigieux, les Wadjambani, mais le trône de Domba ne pouvait en aucun cas lui échoir de droit. La tradition voulait que seul le Wenya Sihali, issu de sa grand-mère paternelle, en soit le dépositaire. Les sages du trône virent de mauvais œil cette usurpation et complétèrent contre Abidi lors de la guerre d'annexion du Domba contre le Mbadjini. Ceci a mis fin au Higna Sihali. Voyez comment, mes chers amis, que les votes ou bien l'histoire des élections aux Comores, ça date plutôt un peu avant, au XXe siècle. Mais avant, il y avait une autre manière de léguer le pouvoir. Le pouvoir se lègue par la voie matrilinéaire. Cependant, cela ne veut pas dire que ce qui était avant respectait la hiérarchie. Je vous ai donné deux exemples. Un exemple de la région de Domba où la hiérarchie n'a pas été respectée. Je vais vous donner un autre exemple. Ceci, c'est dans le cadre de la région de Bambao. À Bambao, la situation se répète en 1875-1881 où Msafumu, qui était le dernier sultan d'Itsandra, le sultan Tibet de Ngazidja, il a été mis en cause pour un problème de succession.
aya comme épouse une princesse du Hinya, Matsapirosa, originaire de Moroni Badjanani, la princesse Bibi Aziza. Msafumu a été manipulé par sa femme. Il faut reconnaître que les femmes sont fortes, en lui acceptant ce qu'il a demandé. Ça veut dire léguer le pouvoir à son beau-frère, au détriment de l'héritier légitime, à la personne de Saïd Ali Saïd Omar. Cette erreur de Msafumu a provoqué une guerre entre le clan Matsapirosa et celui de Famba. Elle s'est soldée par la victoire du clan Matsapirosa et l'assassinat en 1883 de Msafumu. Maintenant, je veux vous parler des élections, notre sujet. Il faut reconnaître que c'était en 1945 que les Comores ont été invités à voter. En effet, le peuple comorien devait élire le représentant. Rappelons bien, dans cette période, nous étions toujours colonisés. Personne ne pouvait s'autoriser à se présenter pour être candidat. Des critères s'imposent. Non seulement il faut être instruit, mais il faut aussi, le candidat doit être issu d'une grande famille, un notable, avoir de l'influence au sein de la société. Ces critères limitent le champ des candidats éligibles. C'est ainsi que 2 personnes répondent aux critères. Il s'agit de Saïd Mametchek et le prince Saïd Ibrahim. Le premier, issu d'une famille, issu d'une grande famille, bien sûr, il est soutenu par sa région, qui est de Mitsamihouli, mais également sa famille de Moroni, mais également sa famille de Moroni. Le second, c'était Saïd Ibrahim. Pardon. Le second, c'était Saïd Ibrahim, qui est soutenu par une partie des notables anjouanais. Il est aussi le premier. Il est soutenu par sa famille royale de Bambao et ses proches de la famille royale. Malheureusement, cela n'avait pas d'importance car, en dehors de toutes ces qualités que dispose chacun de ces 2 personnes, la France avait déjà fait son choix, qui était celui de Saïd Mametchek. Vous voyez que les votes, mais il y avait quand même une marge d'évolution. Cela ne veut pas dire que toute personne qui était présente et qui avait l'âge, par exemple, 40 ans, disons 40 ans, avait le droit de se présenter comme état candidat aux élections législatives de 1945. Il y avait quand même des critères. Et malgré ces critères-là, mais il y avait le dernier mot qui était le mot d'ordre de la France. Et entre Saïd Ali et Saïd Ibrahim, la France a fait le choix de soutenir Saïd Mametchek. Effectivement, Saïd Mametchek était le premier président des Comores, mais aussi il était le premier à représenter les Comores au palais de Bourbon. Cette situation se répète en 1951, où le président Tchéki a été réélu. En 1965, lors des élections présidentielles en France, le peuple comorien a voté aussi. Lors du dépouillement, les autorités ont constaté beaucoup de malversations. Un exemple, une seule personne a pu voter plusieurs fois. Pire encore, les Comoriens ne savent pas voter. Beaucoup ont laissé leurs cartes de vote dans les urnes et ont amené les bulletins à la maison. Le candidat de Gaulle a eu un score supérieur à 100% du nombre d'inscrits, ce qui a obligé les autorités de corriger ces bêtises pour présenter des résultats crédibles, entre guillemets, aux yeux du monde entier.
un progrès, bien sûr, il y a eu des progrès. Depuis là jusqu'à nos jours, il y a eu des progrès. Ça, on ne pourrait pas les nier. On parle d'un progrès car une fois l'indépendance acquise, le peuple comorien est appelé à voter le président de la République et le représentant. Ceci est un progrès car depuis la constitution issue du référendum de 1978, le peuple comorien est invité à élire tous les représentants. C'est un progrès car dans la mesure où les élections présidentielles de 1996 et celles de 2006, les candidats battus ont reconnu leur défaite, une première dans l'histoire des élections aux Comores. Pour la première fois, le choix du peuple a été respecté. Et ça, on peut dire que c'est un pas pour la démocratie de notre chère nation. Cependant, on parle d'une désillusion dans l'histoire des élections lorsque le choix du peuple n'a pas été respecté, alors que les autorités ont fait semblant de les respecter. Il s'agit des moments où ceux qui sont au pouvoir imposent des lois taillées à leurs avantages. Une situation qui se répète malheureusement chez nous. Je vais prendre l'exemple d'Ali Swalihi, le président le plus plébiscité comme étant le meilleur. Il est arrivé au pouvoir avec un coup d'État. En janvier 1976, il n'est pas élu par le peuple, mais il a été élu par un comité composé par ses proches amis. C'est de la pure désillusion. Ahmed Abdallah a imposé au peuple comorien une constitution auquel il était le seul à pouvoir se présenter à chaque élection présidentielle. Vous imaginez, on vous parle d'une élection présidentielle que chaque personne dont les caractères, qui a les caractères, a le droit de se présenter. Disons par exemple, la personne à 40 ans, son casier judiciaire est vierge, il a pu obtenir le bulletin numéro 3, il a pu obtenir la caution. Normalement, cette personne a le droit de se présenter aux élections présidentielles. Eh bien, il faut savoir que chez nous, à partir de 1978 jusqu'en 1989, durant les règnes d'Ahmed Abdallah, c'était le seul candidat, c'était la seule personne qui a pu se présenter aux élections présidentielles. Je vais vous montrer pourquoi. L'article 16 de la Constitution stipule que pour qu'une candidature soit valide, il faut qu'il soit parrainé par 5 élus dans chaque île. Et ces 5 élus, c'est des députés. Et il se trouve que l'île de Mouli avait un quota de 5 élus. 5 élus seulement. Or, 5 élus, c'est le quota que chaque candidat doit être parrainé pour que sa candidature doit être validée par la Cour suprême. Et il se trouve que les 5 élus de l'île de Mouli ont déjà fait allégeance au président Ahmed Abdallah. Et ceci a bloqué toute personne qui veut se présenter aux élections. En conséquence, Ahmed Abdallah a été élu plusieurs fois et il s'est présenté lui seul comme État candidat. Ça, on peut dire que malgré que chaque personne a le droit de voter, c'est vrai, chaque personne a le droit de voter, c'est une évolution quand même, c'est un progrès, on ne peut pas les nier, mais le choix du peuple a été imposé. Le peuple, on lui a imposé une seule personne, ce qui veut dire que c'est comme si c'était un référendum, mais pas des élections présidentielles ou des élections des gouverneurs. Pire encore, en 1990, Djohar a été élu président. Pourtant, ce n'était pas le choix du peuple. On sait très bien que les élections étaient truquées. On a fait croire au peuple comorien que le choix a été respecté. Ce système de désillusion nous a fait croire, par exemple, qu'en 2002, 2006 et 2019,
Les élections qui ont été organisées durant toutes ces périodes ont été crédibles et transparentes. Les élections de 2016 présentent un cas spécial dans l'histoire des élections. Pour la première fois, la Commission électorale insulaire, CI, a publié les résultats dont le pourcentage total était de 104%. Une honte totale pour notre chère nation. Pire encore, la Cour constitutionnelle a ordonné un troisième tour pour ce même scrutin, un phénomène qui n'a jamais existé. De tels actes non seulement déshonorent les instances chargées du scrutin, mais aussi la nation tout entière. En définitive, la société comorienne est partie de loin pour retrouver une situation stable. Mais il s'avère que le résultat s'avère très décevant. Une prise de conscience émanant de l'autorité concernée serait meilleure pour le peuple comorien et surtout qu'on se rapproche à quelques mois d'une échéance électorale. Il serait sage si les autorités comoriennes respectent le choix du peuple comorien, car après tout, nous voulons une nation de progrès et non une nation de désillusion. C'est ainsi que s'achève mon intervention, mais avant de finir et vous passer la parole, j'aimerais faire un petit résumé qui sera peut-être le maximum 5 minutes, mais là je vais parler en langue locale, en comorien. Chère communauté, assalamu alaikum. Uskwalele nuripari sana iliri hadisi mbavi izahusu izivoti harmenti ya hatu. Andani tsoni saukana tinaujua unjia harmomva wa election, rahane ja njia eheli ya society ya hatu ya kaya, ni namna yakaendelea hata ievolue, hatarjerienshi harma mkataba ikao wanadamu wonsi pia wakaruhusiwa wavoti. Roni saukana Komor yenshi harumwa mabaki ya harma mipaka ikao ikaya mine la période ikao dainu yambao période d'effet et d'effet période de sultanat, la période de la colonisation et la période de l'indépendance, qui est notre période actuelle. Ezajiri hindi ilukana armema kati yao wanadamu hili wakauyenshi tisa wanayondonshi habaha inu bensuir. Et pouvoir ikao detenewa ni wano wamba ukao les faits et les maferembo. Ikao à leur côté wakawa shangiriwa ni wanadamu ikao wakana mijia hao special wanda wahansi wa ikao idambo itreya wanadamu wao ikasu from ya reserve ili warengo wende wasimbushie mfaume hao wafaume. Yendele ya hukana a partir ya 16e siècle ikao de période ya sultanesque période dikao période ya kana mouvement ku caractérisé par des guerres et makati yao et pouvoir ika matrilinéaire. Shai kardo tondarijue badi hata wanduka jaka urespecte hierarchie sociale ya ukana mfano ikati rumu awe ujuruma de manashe wangu ije fulani. Renge exemple ya inyasi hali ikao ya mfaume ya kabo uliokana ya rege pouvoir ya inike imwana mraji imwana ya lavimu hainika abidi ikao abidi uwe familia yohamba wajambani na wajambani c'était pas la famille lavimu warume itonge saika ajali imete fin ya famille ya sihali hakomplo yafanywa contre les ministres contre abidi et ses ministres ikao tonge sa ye domba wajiralie hosonimwa ye embajini. Tirege exemple ya vili sonisa sonika ijiri armwe kadri nuyo hosonimwa ye regio ya Bambao
ikao msafumu idaka sultan de Tibe ya Itsanda, mais aussi le sultan ya henga zija. Msafumu uliokana sedali de ya rengi yake mfaume wa heba ambao shaharenge hanikashimeji wahe parce andalula ndumshe moroni bajanani bibianziza sedali ikaja kubali ika ajali, une guerre a été éclatée et cette guerre a été mise fin par l'assassinat de Msafumu en 1883. Haunji harmon va wahe les élections, donc les élections zinka zaka zinuzi janyumene ani unu va wanongo wa nyumeni ikao ce sont les occidentaux ndio wazungu wakahuja warifundishe heli ya vote ukana banu mandamu ikangwanzo ya tawaliensi shake tsola vimu ya bekana mimi de mfaume no ilavimu wanadamu wansi pia wamvoti wamkubali ukana waide mfaume wa hatu ure mkubali demana ikao en 1945 ikao lavimu Komori rikane wakala au palais de Bourbon awema kati yao hani mndu kajatsuju ambakana minga mwanzone denake wakala wa Komori sineheliyo waka kriteri ikao zindaza imposewa na wanadamu wakau ugere yensi donc ikao necessite ukana ngelavimu non seulement que wewe kupuharuma famiku shake wewe mustaarabu iketse na husomo iketse na ngujulo yode mana ikao sedali yode mana ikao le prince Said Ibrahim et le président Said Mohamed Sheikh wao wanadamu waili ikao waroha wakauchagulwa wale ilavimu wende wachagulwa haruma iziho. Malheureusement, la France a décidé autrement. C'est Dali, Saïd Mohamed Sheikh, il y a Kawakala, il y a représenté comment il a fait voter. Yoka onisa ukana, Rika Hule, ndi hata ngatsengela mbavi harma mva wa kidemokrasi. Anzane di haraka, Rjarengo uhuru en 1975. Bon, j'ai vu une question qui a été posée au Ghana, le premier président c'est Ahmed Abdallah. Je sais que le premier président c'est Ahmed Abdallah. Mais Ahmed Abdallah a été voté à partir du moment où il a fait le coup d'État. Il a renversé Ali Swalihi en 78. Mais c'est Ali Swalihi qui a été voté en premier, mais il a été voté par un comité. Mais il n'a pas été voté démocratiquement par la masse populaire, mais il a été voté par un comité. Voilà. Donc, Banda Rijarengo Uhuru, bien sûr, il dit qu'il a dit qu'il a voté. Donc, on continue à répondre aux questions. En 1975, le 6 juillet 1975, Abdallah a déclaré l'indépendance unilatérale. Et le 3 août, soit moins de mois après, Ali Swalihi et ses partisans ont fait un coup d'État. Et ce coup d'État-là a voulu que Ali Swalihi, après les règnes officiellement, le mois de janvier 1976, jusqu'au 13 mai 1978, où il a été renversé par Bogdenard et ses mercenaires via l'accord d'Ahmed Abdallah. Awai Karijabo, Ahmed Abdallah a fait un référendum. Il y a un référendum où il y a une clé. Et clé, c'était l'article 16 de la Constitution. Rambaukana, Ahmed Abdallah a stipulé avant la serment démocratie. Il y a un vote et quand il y a des critères. Seulement, il se trouve que la Constitution, Ibaya parce que et article 16 yaonisa ukana ikamanda mwanzo ya votiwa abonge la vimu ya pa e candidature yahe iparenewa par 5 candidats par 5 élus et il se trouve que mwaliha oche wakana madepite watsan nabo haini mwanzo votiwa ngila vimu candidature yahe iparenewa ni madepite watsan mwaliha wote wakana wa madepite Watson. Ikawa madepite Watson wao wafanya allegiance ya hao na Ahmed Abdallah.
Donc, après, il y a un vote. Mohamed Abdallah msogojundakana ngehayeche parce que yeye demrikao edosiyahe itimia les critères za la vie. On yasa yatsena lunisa ukana en 90, c'est l'année que le Comores on dit l'année de l'avènement de la démocratie. Et d'ailleurs, Juhal, on l'appelle le président, le père de la démocratie. Et pourtant, Juhal a voté pour la démocratie parce que les élections, ils ont voté za wiz. Donc, on ne pourrait pas parler de démocratie alors que l'élection en question qui a permis à cette personne d'être élu président a été truquée. Votimbili, pour être clair, Votimbili, ce sont les élections de 1996, celle qui a ramené Taki à la tête de notre nation, et celle de 2006 qui a ramené Ahmed Abdallah Mohamed Sambi à la tête de notre nation. Ce sont seulement les deux élections crédibles et transparentes. Disons en d'autres termes, ce sont les élections auxquelles les candidats qui méritent d'être élus ont été élus. Parce que les élections de 2006, il faut le savoir, Wajiri Wizi, Show Wizi Kuyatsongi Saukana est candidat mérité à Honda et Kadia Honda. Ahmed Abdallah Mohamed Sambi était le candidat qui a mérité à Honda Zéro. Au moins, avant Gardjamba Okana, pour une deuxième fois, le peuple a été respecté pour le choix qu'il a fait. Avant Gardjamba Okana, les élections, je sais bien, parce que le peuple est respecté, il choisit. Chez Kadonzaranga, les élections de 2002, ça a été boycotté par les deux candidats qui étaient allés au deuxième tour avec le colonel Azali parce que eux, ils ont soupçonné beaucoup de malversations et des vols organisés par le pouvoir en place. Les élections de 2011 aussi, c'était de la forfaiture. Celle de 2016, n'en parlons plus. Celle de 2019, c'est autre chose. Donc, malgré que le peuple de l'Iramba, on est une nation démocratique, que les instances sont là, c'est vrai, ils sont là, la Cour, la CENI, la CI, ceux-ci, tous ces organes-là sont censés être l'ange gardien pour qu'une élection soit transparente. Malheureusement, chez nous, le choix du peuple n'a pas été respecté, et ceci depuis plusieurs élections. Pourtant, comme vous l'avez bien montré, Madame la modératrice, quand on parle des élections, on fait élire des représentants de la nation. Et ce sont ces personnes-là qui sont censées gouverner notre nation. Mais quand on élit une personne dont ces élections ont été truquées, il faut s'attendre au pire. Parce que le fait que la personne-là, ou bien ces personnes-là, ont truqué les élections, effectivement, qu'il y aura toujours des malversations partout. L'exemple est là. Notre pays a été mutilé, a été mal utilisé. Beaucoup de dossiers, je veux prendre l'exemple de l'affaire Intertrade, une affaire qui a coûté plusieurs milliards de francs comoriens pour le peuple comorien au profit des personnes dont je ne vais pas les citer, mais les épreuves sont là. Je vais prendre des exemples des vols de nos sociétés, l'exemple des sociétés de Comores Télécom, où à chaque fois on dit qu'il y avait des vols. Donc, tous ces paramètres-là montrent que c'est normal. C'est normal pourquoi? Parce que dès le départ, les élections, on vole pour que telle personne arrive au pouvoir. Et en retour, toute personne qui a soutenu tel candidat à arriver au pouvoir, il faut qu'il lui donne un poste. Et moi, quand vous me nommez dans un tel poste, alors je vais profiter de l'argent que j'ai dépensé au profit de ta candidature pendant tes campagnes pour faire retourner dans mon compte. Donc, toutes ces bêtises-là montrent que
malgré qu'on dit qu'on est dans un pays démocratique, mais en réalité, on est loin de la démocratie. Pour finir mon intervention, je vais dire que, certes, nous avons trouvé une indépendance il y a 48 ans, mais on est loin d'avoir une nation indépendante. Merci. Merci beaucoup, Saïd, pour cette présentation. Alors, j'ai une première question de Montar qui demande est-ce que Saïd Mohamed Cheikh a été choisi pour sa notoriété intellectuelle ou par sa noblesse? Déjà, ce sont les deux, parce que Saïd Mohamed Cheikh, comme il a bien dit lui-même, non seulement je suis le premier médecin, là il se qualifie comme étant le premier médecin, comme un titre d'intellectualisme, mais aussi il a montré aussi que je suis issu d'une famille de nobles. Et en plus, il a montré que vous, les Comoriens, si vous dites que vous avez fait le grand mariage, moi aussi, je fais le grand mariage. Si vous dites que vous avez des champs ou des trucs, moi aussi, j'ai des trucs. Donc, Saïd Mohamed Cheikh a été choisi parce qu'il représente à la fois un intellectuel et un notable. Et j'invite la personne à lire la thèse de Mahmoud Ibrahim, dont il a travaillé sur Saïd Mohamed Cheikh. Merci pour ta réponse. J'ai une seconde question. Est-ce que les élections sont synonymes de démocratie? Normalement, on ne pourrait pas avoir une nation dite démocratique sans qu'il y ait des élections démocratiques. Quand on parle des élections démocratiques, on pourrait dire que les élections sont synonymes de démocratie parce que c'est le premier pas qui montre qu'une nation est démocratique. C'est de respecter le choix du peuple. Mais si on ne respecte pas le choix du peuple, alors il n'y a pas de démocratie. Et c'est le cas en Afrique. En Afrique, on dit que notre continent est démocratique. On chante la démocratie, mais quand il y a des élections, là, on met le mot démocratie à part, on vole les élections, et après, une fois que la personne arrive au pouvoir, il appelle l'opposition pour qu'ils viennent travailler ensemble. Là, c'est déjà passé parce que la personne en question a pris la place de la personne qui est censée être au pouvoir. Le cas des élections de 2000, pardon, les élections de 2011, chez nous, le candidat qui est censé gagner les élections, c'est pas celui qui a gagné. Donc, on ne pourrait pas dire qu'il y a démocratie sans élection. Donc, pour répondre à est-ce que les élections sont synonymes de démocratie? Oui, quand elles sont transparentes et crédibles. Je crois que j'ai répondu à la question. Oui. Là, on patiente un peu pour voir s'il y a d'autres questions qui viennent arriver. Alors, j'ai une autre question. Qu'est-ce qui déterminait le choix des électeurs dans le passé? Je n'ai pas bien entendu la question, pardon. Excuse-moi. Qu'est-ce qui déterminait le choix des électeurs dans le passé? Disons que à partir de disons à la période de la colonisation, le choix du peuple n'était pas respecté. L'exemple, parce que il se pourrait que le peuple aurait bien que telle personne, par exemple, se présente aux élections, alors que cette personne-là a été bloquée par le pouvoir en place. Donc, cela montre que le choix du peuple n'a pas été respecté. Je vais prendre l'exemple, comme je l'ai cité dans mon intervention. Durant la période d'Ahmed Abdallah, il y avait des personnes qui ont voulu se présenter aux élections présidentielles pour concurrencer Ahmed Abdallah. L'exemple de Mohamed Taki. Taki s'est préparé pour participer aux élections présidentielles contre Ahmed Abdallah. Mais lorsque l'opinion a su qu'il y a le fameux article 16
qui montre que pour qu'une candidature soit valide, il faut qu'il soit parrainé par 5 élus et que mon élu à elle seule a un quota de 5 élus et que ces 5 élus-là ont fait allégeance au président Abdallah, cela montre en avance que le choix du peuple n'a pas été tenu compte par les instances qui organisaient les élections. C'était à partir de 1990 qu'on peut dire que le choix du peuple a été respecté. C'est à partir de 1990 que le choix du peuple a été respecté. Pourquoi? Parce qu'à partir de 1990, toute personne qui souhaite se présenter aux élections présidentielles a le droit de se présenter. Mais de 1990 jusqu'à, disons, de 1975 jusqu'à 1990, toute personne n'avait pas le choix de se présenter. Donc, on peut dire qu'à l'intervalle de 75 à 90, le choix du peuple n'avait aucune importance pour ceux qui avaient le pouvoir. J'ai une question. Tu as dit que toute personne pouvait se présenter aux élections présidentielles. Est-ce qu'il y a des compétences requises pour ce faire? Oui, mais les compétences requises pour se présenter, ce n'est pas trop strict par rapport aux années passées. Par exemple, à partir de 90, il faut que la personne ait au moins 35 ans. Il faut que son casier judiciaire est vierge, autrement dit, que la personne pourrait avoir le bulletin numéro 3. Il faut que la personne, au moins, ait le quotient. Donc, c'est en principe les conditions qui nécessitent pour qu'une personne pourrait se présenter aux élections. On pourrait dire que cette personne avait le droit de se présenter parce que les règles pour qu'une candidature soit valide n'étaient pas très strictes par rapport aux années précédentes. Ok, merci. Il y a Mounawar qui va venir nous rejoindre. Je vais lui laisser la parole dans moins de 5 minutes. Bon, il y a Abdoumoutar qui me montre, est-ce que Tchéki, bon, peut-être ça on a déjà répondu, Tchéki a présenté pour sa notoriété intellectuelle ou sa noblesse, ça a été le cas. Parce que comme l'a décrit Mahmoud Ibrahim dans sa thèse, Tchéki était à la fois un notable et un intellectuel. Et Tchéki montre ces deux aspects lorsqu'il se présente devant la population. Ils se disent que non seulement je suis le premier médecin des Comores, mais je suis aussi un notable. Et j'appelle aussi, pour ceux qui ont des remarques, pas seulement des questions, parce que je vous rappelle que je ne suis pas un spécialiste qui reconnaît tout, mais je reconnais mes limites. Donc, s'il y a une personne qui a constaté qu'il a des remarques, elle pourrait faire ces remarques et on va prendre note, bien sûr, pour que la prochaine fois, on ne va pas répéter les mêmes erreurs qu'on les a commises. Et aussi, j'ai fait une petite remarque pour dire que je ne suis pas un politicien, mais il se trouve que je travaille pour mon mémoire de master depuis l'indépendance jusqu'à 1990. Et pour ma thèse, j'ai pris la suite de cette chronologie. Donc, je maîtrise quand même certains faits ou bien cette période depuis l'indépendance jusqu'à nos jours. Au cas où il y en a qui disent que je critique tel régime, non, je ne critique pas. Je dis ce qui se passe réellement. On a une question de Elamine Amadahila
qui nous dit: Comment- on a récemment parlé du retour du système parrainage, excusez-moi. Pensez-vous que cela va marcher? Oui, cela va marcher, mais le système de parrainage actuel n'est pas n'est pas celui de l'ancien système du président Ahmed Abdallah. Parce que Ahmed Abdallah, lui, l'article 16 stipule que le système de parrainage, c'est seulement les élus. Alors que Moeli seulement avait 5 élus. Et 5 élus ne pourraient pas parrainer 2 candidats. Alors que les 5 élus de Moeli avaient fait allégeance à Ahmed Abdallah. Donc, ce n'était pas vraiment du parrainage à l'époque d'Abdallah. Mais actuellement, le parrainage d'élus, ça concerne même les conseils communaux. Et on sait très bien qu'il y en a beaucoup comment dirais-je, il y en a beaucoup des conseillers communaux. Donc, ce n'est pas un souci si tel candidat on l'a exigé pour que sa candidature soit valide, il faut qu'il soit parrainé par des conseils communaux. Parce que les conseils communaux sont nombreux. Qu'ils soient en Moélie ou en Joie ou à la Grande Comore, si on demande un tel candidat, qu'il soit parrainé par exemple par 20 conseils communaux, bah, c'est pas grave, parce que déjà la région d'Ongouango pourrait lui parrainer. Donc, je ne vois pas que c'est un souci. Au contraire, je vois que ça crédibilise au moins la candidature de la personne. Au moins, on verra que le candidat en question a des personnes qui lui considèrent qu'il mérite d'être présenté à de telles élections. J'ai encore une question. Qu'en Moi, pensez-vous j'aimerais m'exprimer, Nadia. Ah, j'ai une dernière question et je te laisse la parole. Excuse-moi, Mounawar. Qu'en pensez-vous de la déclaration du président en 2019 où il disait que la triche des élections est une volonté divine? Bah, c'est comme si ils disent qu'il a volé parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Donc, c'est comme s'il se dit, quand on se dirige vers Allah, ça veut dire que là, c'est le dernier refuge. Donc, on ne peut rien dire et on ne peut rien faire. C'était la meilleure solution pour gagner les élections, c'est de voler. Donc, c'est honte pour une telle déclaration, en plus en plein public, pour une jeune nation comme la nôtre. C'est accablant, donc moi je ne fais que condamner tout simplement. En espérant qu'il n'y aura pas de telles déclarations à l'avenir. Je vous écoute, mon frère Moulawar. Bonjour à toutes et à tous. Déjà, vous allez m'excuser parce que là, je suis un peu sorti. Mais je tenais à participer à ce webinaire. Déjà pour remercier mon frère Saïd Maoulida d'avoir accepté une telle démarche. C'est ce qu'on aimerait faire de Ntini Mwashongo émergent. On aimerait montrer un autre visage, montrer autre chose. En tout cas, c'est ce que nous faisons depuis que nous sommes là. Nous parlons d'éducation, nous organisons des séminaires, nous organisons des webinaires, comme on les appelle actuellement. Donc, c'est la toute première chose que je voulais exprimer. Et après, je voulais aussi lui dire qu'un chercheur qui ne participe pas à des séminaires, qui n'anime pas des séminaires, n'est pas vraiment un chercheur. Il faut l'accepter. Donc, c'est une phase obligatoire, c'est un passage obligé. Donc, je ne peux que te féliciter de cette volonté-là. En tout cas, tu t'alignes, hein, tu t'enregistres dans une procédure standard. Donc voilà, c'est la normalité en fait. Moi, ce que je voulais poser comme question, tu sais, un historien, c'est vrai, un historien, c'est quelqu'un qui peut toucher à beaucoup de choses, hein. Parce qu'un historien peut toucher aux sciences exactes. Un historien peut toucher aux sciences humaines, aux sciences sociales. Toutes ces sciences-là sont à la portée de l'historien. Mais c'est quand même risqué. C'est quand même risqué parce que ta spécialité
comme la spécialité de tout historien, c'est l'histoire, et souvent, il est appelé à analyser des faits qui ne sont pas forcément de l'ordre historique. Tu as abordé un sujet un peu délicat à propos des élections. Est-ce que toi, tu ne vois pas que c'est un chemin un peu glissant? Un peu glissant dans quel sens? Déjà sur la vérification des faits. Est-ce que, parce que vous savez, l'histoire, c'est quand même une science. Hein? Donc, c'est une démarche scientifique. Pour avancer quelque chose, il faut avoir tous les éléments, les tenants et les aboutissants, comme on dit. Est-ce que tu as pu avoir accès à toutes les données essentielles, nécessaires, pour que tu puisses avancer les faits, les théories, les idées qui ont été les tiennes pendant ce webinaire? Donc, je reformule. Est-ce que tu as pu avoir accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir avancer de tels faits? Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup pour la question et les remarques aussi. Et je vous rejoins pour te dire que c'est vrai, l'historien touche tout. Nous, les historiens, on touche à la sociologie, parce que c'est la sociologie qui étudie la société. On touche l'anthropologie aussi. On touche l'informatique, parce que les données informatiques sont très importantes pour notre recherche. On touche aussi l'ethnologie. On touche presque tout. La linguistique, parce que ça nous permet de maîtriser bien notre travail. Donc, et pour revenir à votre question, dire que est-ce que tu as pu avoir toutes les conditions pour présenter ton travail? Oui, tout ce que j'ai cité comme exemple là, j'ai mes sources et elles sont là et je les confrontais bien sûr durant mes recherches au centre de documentation au CNDRS. J'ai pu consulter les archives, j'ai fait également des enquêtes et c'est à partir de là que j'ai confronté toutes mes sources pour pouvoir avoir un résultat plus concret de ce que je souhaite. D'accord, là je n'ai plus de questions. Là, il y a la modératrice qui est là, si elle a quelque chose à ajouter. Et je vois apparemment il n'y a plus de questions sur la plateforme. Donc, mais c'est à elle justement de nous dire si le webinaire va prendre fin ou bien s'il y a d'autres choses à ajouter. Merci. Je viens de vérifier, il n'y a pas de questions supplémentaires. Du coup, je pense qu'on va conclure sur ces belles paroles. Merci beaucoup, Saïd Maoulida, pour ton intervention et merci, Mounawar. Merci. Salam alaikum. Bonne journée à vous tous. Merci. Ezembi yorenda oson singarsingo hanza mukayondo ngayorika zao bonsi hizo hanza shatsi mshindo wedi mzima hunda haraka shawenji hunda hinde nongaranzao ze baraka piyansini mashongozi je enari zingara nemihono baba no mjindasi wa matomai kwari ono nguware hule nasihe mihonori zingarane bansini mwashongondasi mkutuziriti mwone mguya mwebuse nasi Tini mwashongo nasi Tini mwashongo ngani Tini mwashongo nasi Nasi sonsi Tini mwashongo nasi Tini mwashongo ngani Tini mwashongo nasi Nasi sonsi
sini mwashongo jizima ankonyo nzima risihe maendeleo lazima ye makorari yatuhe karsinari toanza badi shunga ketosha otwale manza fatihana mnabwere buriza o afusure washenteza banura kaza hwenda twakene jae kwariono narike wahamba norenda ngala kaurisonyo sini mwashongo